J'ai longtemps cru que j'étais seul, seul à douter et seul à me demander comment un métier choisi par passion pouvait devenir un tel poids. Bienvenue dans Indiana Vets. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et j'accompagne les équipes véto dans leur quête d'épanouissement en tant que formateur et coach professionnel. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai connu la perte de sens, le burn-out et cette aversion qu'on peut ressentir pour une profession qu'on aime autant qu'elle nous fait souffrir. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter des parcours vrais, des confrères et des consoeurs véto, praticiens ou non, des ASV et des étudiants véto qui racontent sans phare leur réalité, leur remise en question, mais aussi leurs solutions et parfois leur reconstruction. Parce que derrière les sourires et les apparences parfois prestigieuses, il y a des êtres humains qui cherchent tout simplement à s'épanouir dans un métier très exigeant. On va sortir ensemble des sentiers battus et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors que ça vous brasse ou non, je vous invite à venir en parler avec la communauté sur le groupe Facebook Indiana Vets. Vous êtes prêts ? On part à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie Vinet. Comment ça va toi ce matin ? Eh ben, ça va bien, et toi? Écoute, moi c'est super. Alors comme je te disais, je suis un peu fatigué. Là, c'est le matin. Bon, on a un petit peu discuté avant, mais moi c'est toujours la fatigue qui prédomine. Je suis pas trop du matin. Et toi, du Pareil, coup ? pareil, pareil. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien les urgences, c'est parce que je suis plutôt quelqu'un de la night. Donc ouais, Quelqu'un de non, la night ? je suis pas du matin non plus. Je Ouais. partage. Ouais, et comme tu dis ça, moi je me dis, je suis ni de la night ni du matin. C'est un peu compliqué. T'as ton rythme à toi, du coup. Oui, T'es, voilà, t'es de, t'es de l'après-midi. exactement. Mais tu sais, de plus en plus, je réfléchis à ça. Je pense que je suis vraiment plus de l'après-midi. Mais c'est vrai qu'il y a différents rythmes, hein, au final. Ah bah, ah, complètement. Chacun son rythme. Ouais, ouais, complètement. Et pour l'avoir testé, vraiment la nuit, moi je peux pas, tu vois. C'est Ouais. ça qui fait aussi nos différences, nos singularités, hein, c'est intéressant. Mm, C'est ça qui fait qu'on bosse en équipe aussi, hein, souvent. mm. Alors du coup, Elodie, bon, la tradition d'Indiana Vet, c'est de commencer, avant de se présenter, même chronologiquement, c'est de parler de sa valeur ou de ses valeurs fondamentales. Pour toi, c'est quoi la valeur la plus importante ? Bah, moi, je dirais que la valeur la plus importante pour moi, c'est l'empathie. Ok. Que ce soit dans le milieu pro ou même perso, ouais, je pense que l'empathie, c'est ma valeur la plus importante. Ok. Et du coup, enfin, au quotidien, alors que ce soit, alors pour le coup, sphère pro ou sphère perso, comme tu veux, mais comment tu la nourris, cette valeur, au quotidien? Bah, déjà, je pense que pour pouvoir conserver et exprimer de l'empathie, je pense qu'il faut déjà avoir de l'empathie envers soi-même. Alors, c'est pas Mmh. logique, enfin, ça s'appelle pas de l'empathie du coup. Mais ouais, je pense qu'il faut déjà être conscient de soi, de ses besoins, tout ça, d'être à l'écoute de tout ça, pouvoir se reposer, enfin, des trucs fondamentaux, à mon avis, qui te permettent du coup d'être à l'écoute après des besoins des autres. Donc je pense que ça c'est... Enfin, en tout cas, moi je le sens par exemple quand j'enchaîne beaucoup de gardes et que j'en arrive à un point où je suis fatiguée. Plus je suis fatiguée, moins je vais être capable Mmh. de pouvoir montrer de l'empathie, Et oui. que ce soit avec le reste de l'équipe ou avec les gens. Donc ouais, ça, je m'en suis rendu compte que j'ai besoin, moi, d'avoir du temps et de me sentir reposée pour pouvoir être capable d'exprimer de l'empathie pour les gens. Et après, en dehors de ça, je pense que c'est de pouvoir réfléchir régulièrement sur peut-être des moments où justement j'ai pas montré de l'empathie, ou j'ai pas ressenti d'empathie pour quelqu'un de l'équipe ou pour Mmh. un propriétaire, et pourquoi. Et ouais, j'essaie toujours de réfléchir à cette dynamique-là pour toujours avoir conscience de pourquoi je ressens certaines choses, pourquoi je les ressens pas. Ah ouais, génial. Ah, ça dénote déjà d'une grande connaissance de soi parce que, voilà, pour, éprouver cette empathie, tu dis déjà, il faut être à l'écoute de soi, heu et bien se connaître. Comme tu dis, avec la fatigue, toi, ce qu'on entend, c'est que plus tu es fatigué, moins tu es capable de ressentir cette empathie. Mais c'est génial quoi, super ouverture Élodie en tout cas. Non, magnifique parce que c'est voilà l'empathie, c'est quelque chose qui peut revenir assez souvent, mais là vraiment toi la différence c'est que voilà, on parle vraiment de connaissance de soi et tout ce que tu viens de dire ça prouve que, bon, j'imagine que tu as dû passer par des étapes aussi qui ont fait que voilà, tu t'es rendu compte de ça?
Ouais, bah, de toute façon, oui, je pense que pour arriver à prendre conscience, de certaines choses, enfin, qu'est-ce qui participe à faire, Mmh. qui on est et nos réactions et nos habitudes, ça oui, ça passe par un cheminement de devoir d'abord, se connaître, pour, connaître Et ses ouais. réactions. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça, hein. Ouais, super intéressant. Et alors du coup, après ça, hein, moi j'ai envie de te laisser te présenter là où ça te semble important. Donc voilà, dans ton parcours, de vie quoi, hein, parcours de vie, parcours pro. Je te laisse, la parole du coup. OK. Alors moi, du coup, je suis, charentaise, d'origine. OK, Voilà, j'aime bien, me présenter comme ça parce que la Charente, c'est un petit département qui est pas super connu. En règle générale, les gens, voient pas trop ce qu'il y a en Charente parce qu'il y a pas grand-chose. Je suis de Cognac, et du coup, généralement, quand je dis que je suis de Cognac, les gens connaissent, l'alcool et mieux. pas vraiment la ville. Et en même temps, bon, il y a pas grand-chose en Charente, mais dans les trucs sympas, c'est plutôt la Charente-Maritime, La Rochelle, tout ça. Ouais, L'île de Ré, les gens connaissent un petit peu plus. Mais oui, du coup, voilà, je suis originaire de Charente. J'ai fait mes études veto à Toulouse, où j'ai OK, découvert une super ville, du coup, par rapport à la Charente, c'est un milieu un peu campagnard, quoi. Donc, je suis partie dans une grande ville au soleil, donc c'était sympa. Et puis après, ouais, j'ai continué mon école à Toulouse et je suis en région parisienne depuis quelques années maintenant. Moi, je OK, fais uniquement, donc pour le côté pro, je fais uniquement des urgences et des soins intensifs. C'est ce dans quoi je m'éclate. J'ai essayé de faire autre chose. J'ai essayé de faire un peu plus de généraliste, mais je me suis rendu compte assez vite que que je m'ennuyais assez vite. Donc du coup, ouais, je suis restée dans cette branche-là. OK. Et, et assez souvent, je bouge, j'ai un peu la bougeotte. Enfin, j'aime bien découvrir d'autres pays, surtout l'Amérique latine, Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc voilà, j'essaie de combiner un peu les deux entre la vie en France et puis pouvoir bouger régulièrement et découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Je pense que pour en revenir à l'empathie et la connaissance de soi, je pense que les voyages, ça aide beaucoup aussi à ça. Je Mmh. trouve que ça te Ouais, je suis permet d'accord. de découvrir d'autres cultures, de peut-être remettre en question et ouais, questionner des croyances et des choses que tu connais depuis toujours et qui pour toi te semblent normales et te semblent bah oui, la norme, la logique. Et du coup, quand tu vois autre chose, ça t'ouvre à d'autres choses et je pense que ça te permet aussi de mieux te connaître. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup voyager aussi pour ce côté-là, pour je trouve, l'ouverture d'esprit que ça t'amène. Mmh. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, ayant pas mal voyagé aussi, bon, je me suis calmé depuis 2019 du coup. J'ai plus revoyagé depuis. En plus, j'ai Avec l'impression que le je suis devenu Covid. un p ouais, ouais et j'ai l'impression d'être devenu un petit peu, je sais pas si, je m'auto-diagnostique bien, mais un petit peu éco-anxieux quand même. Donc j'ai Ouais. commencé aussi à réfléchir par rapport à ça. Mmh. Mais en tout cas, je suis, tellement d'accord avec toi que les voyages, non seulement tu t'ouvres à d'autres cultures, mais ça permet vraiment de mieux te connaître. Enfin, moi, je me souviens que l'expérience la plus marquante, c'était à Madagascar et j'ai remarqué vraiment certains traits de ma personnalité que je n'avais jamais captés avant, quoi, hein. Mmh, mmh, mmh. J'ai remarqué même que je jugeais assez facilement à l'époque. Pourtant, voilà, c'est une des populations les plus pauvres du monde et je jugeais de mon regard de d'Européen Ouais. de pays richissimes à côté et Mmh. chose que je n'avais absolument pas réalisée jusque-là. Et après cette prise de conscience, il y a pas mal de choses qui ont changé aussi. Donc ouais, tu vois, c'est un exemple, Mmh mh. mais c'est super Non, de mais relever c'est ça. c'est génial. C'est génial pour ça parce que je pense qu'il y a des choses, enfin, ou peut-être ça devient plus marqué quand il y a vraiment ce choc, et des différences importantes de culture et au final, je Mmh. pense qu'il y a des traits, qu'on exprime et dont on se rend compte à ce moment-là, mais qu'on doit exprimer aussi au quotidien. Donc je pense que ouais, ça c'est très enrichissant. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, juste, brièvement même, mais l'école du coup Veto à Toulouse, donc comment ça s'est passé globalement pour toi? Bien, moi Ouais, c'est un super souvenir l'école Véto. C'est vrai qu'il y a eu, alors j'ai fait, j'ai fait une année de prépa et après je suis partie en fac, donc c'est vrai OK. que, il y a eu, une petite période, de remise, dedans et fallait arriver à se motiver. Mais du coup, je trouve que enfin, moi, quand je suis arrivée à l'école, c'était après les
2 passages, de concours où du coup, il y a eu, pas mal de travail Eh oui. comme pour beaucoup et l'arrivée à l'école, ouais, c'était la détente, quoi. C'était: «Ah bah, ça y est, c'est fini, je suis dedans». Donc du coup, j'ai découvert plein de personnes, incroyables. C'est un peu comme une petite famille, quoi, au final, je trouve, avec l'Inté qui permet de découvrir ta promo. Ouais, moi, c'était une super expérience, l'école, où j'ai été en coloc avec des très bonnes amies, du coup, maintenant, Trop et bien. ouais, ça permet de créer des liens, Ah, ça crée des liens forts, hein. Ouais, Ouais, c'est clair. Et du coup, t'es sorti en quelle année, de Toulouse? 2018. 2018. OK. Bon, génial. Donc école, super expérience, super souvenir. Et alors, tu as parlé donc, d'une expérience de généraliste, sachant que maintenant tu fais de l'urgento uniquement. Ouais. Les premiers jobs, ça a été quoi pour toi et comment ça s'est passé? Moi, j'ai fait un premier emploi à la fin de ma quatrième année, du coup, Ouais, sur l'été. Et après, j'ai enchaîné, sur la cinquième année, par exemple, j'ai fait des gardes. Donc là, bon, c'était plus, ouais, c'était plutôt des urgences. Mais du coup, mes premières expériences, c'était essentiellement des remplats, de généralistes. OK, Mitigé, je ouais. pense que c'est vrai que c'était sympa, enfin, j'ai apprécié de pouvoir, commencer à pratiquer. Mais c'est vrai que je me suis sentie un peu, balancée, dans un milieu que je maîtrisais pas du tout. Mmh. J'ai eu des interactions avec des gens auxquels je m'attendais pas, où je me sentais pas préparée, surtout, alors il y a le côté médical et c'est sûr que ça, bon, on peut facilement avoir, un autre veto, qui peut nous aider, médicalement. Même si, c'est vrai que mon premier emploi, je me sentais aussi un peu, lâchée sur des axes sur lesquels j'étais pas forcément à l'aise. Mmh. Mais ouais, surtout humainement, je trouve que c'est pas évident, d'arriver dans une équipe. Enfin, j'ai trouvé que j'étais pas préparée, en tout cas, à ça. Bah, c'est vrai que tu Voilà, au tu as fait, dit tu as dit: c'est «J'ai été balancé», hein, il y a quelques, ouais. ouais, 30 secondes, tu disais «balancé». Et est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur, ce que tu entends par là? C'est ça, c'est qu'en fait, j'avais le sentiment de pas avoir été préparée à ça, de pas être prête à ça. Alors je sais pas si on peut être prêt, mais en tout cas, d'arriver Mmh. dans un milieu où, ouais, où on m'avait pas expliqué comment ça allait se passer, et où oui, il y a plein de choses auxquelles je m'attendais pas. Enfin, Et c'est sur le plan humain aussi? Parce que, juste avant que je te pose cette question-là, tu parlais justement de connaître de nouvelles ouais, personnes, arriver dans une équipe déjà existante. C'est ouais. là-dessus aussi que tu te sentais pas prête? Ouais, surtout, en fait, c'est vrai que, enfin, après moi j'avais eu, pas mal de jobs étudiants et de jobs avant, donc j'avais Ouais. quand même l'habitude d'arriver dans des équipes que je Mmh. connaissais pas. J'ai fait pas mal de restauration rapide, ce genre de choses, donc OK. je pense que ça m'a quand même donné certains atouts, enfin, certaines cartes. Mais les interactions avec les propriétaires, ça avait rien à voir, tu vois? Je sais pas, réussir à avoir cette posture de veto, ça, je sais pas. En fait, j'avais jamais réfléchi, quoi. Je m'étais jamais posé la question. Quand on fait des stages, on regarde quelqu'un, mais je sais pas comment dire. C'est pas quelque chose qui est exprimé, je trouve, la manière Mmh. d'appréhender la relation avec l'autre, que ce soit avec le Ouais. propriétaire, avec le reste de l'équipe. Parce que mine de rien, quand t'es veto, même si t'es veto débutant, t'es quand même il y a quand même un lien de subordination avec les ASV. Donc, quand tu arrives dans une nouvelle équipe et que tu es jeune, il faut arriver à se faire sa place. Et ça, c'est pas non plus facile. Donc, je trouve que c'est de ce côté-là, en fait, où je me suis sentie balancée. C'est que d'une part, je trouvais que souvent, j'avais pas forcément d'infos en fait sur comment ça allait se passer, je n'avais pas forcément mon planning, et Ah ça c'est d'accord, ouais, c'est ouais. dans les différents jobs que j'ai fait, j'ai l'impression que c'était pas prêt, pour moi, enfin que voilà, j'arrive dans un truc et il faut juste que j'arrive à m'adapter, sans avoir forcément les outils, qui m'ont été donnés, avant pour Mais pouvoir par m'adapter. mais justement, alors tu dis ça, j'ai envie de rebondir dessus. Quand tu es arrivée, enfin, concrètement, les premiers jours, est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé? Je m'en souviens plus exactement, mais Surtout j'ai surtout en termes l'impression, d'accompagnement, tu sais, Elodie, c'est ouais. c'est là-dessus surtout.
J'ai pas l'impression d'avoir vraiment enfin, en fait, j'ai l'impression qu'assez souvent, quand on arrive dans des cliniques, bon, on nous montre, Ouais, vite fait le voilà, tu visites vite fait les locaux, tu regardes vite fait le logiciel, mais tout le monde est dans le rush en règle générale. et oui. Donc il y a rarement un temps, tu vois, pour vraiment enfin, il y a tu sens toujours qu'il y a cette, c'est sous-tendu, je sais pas, il y a un espèce de tu pressé, heu, tu pressé. Tu sais pas pourquoi et tu sais pas enfin, tu sais que c'est parce qu'il y a du boulot, mais voilà. Donc du coup, tu arrives et tu sais déjà qu'il faut que tu t'adaptes rapidement. Tu le sens, en fait, qu'il faut que tu t'adaptes rapidement. Il y a pas de temps qui est Donc pris oui. vraiment pour toi, pour t'expliquer et pour t'intégrer pleinement, Non, en règle ouais. générale, j'ai pas l'impression, en tout cas moi dans mes expériences, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait mais en fait, je pense que à chaque fois, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient, hein. Ils faisaient du mieux Oui, qu'ils bien pouvaient sûr. avec les éléments qu'ils avaient, dans les mains, avec le temps qu'ils avaient. Je pense que chacun fait du mieux possible, mais c'est vrai que quand t'es jeune véto et que t'arrives et que du coup on te dit: «Ah ça se passe comme ça, allez hop, va en consulte». C'est ça. Et ça a souvent été comme ça, tu vois. C'est vrai que, bah, après, j'ai fait des remplats plutôt, enfin, j'ai fait des gardes, ou alors je faisais des samedis matins pour un veto, mais ensuite j'ai fait un autre remplat. Et tu vois, on m'a mis de garde la première nuit. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu, un peu violent. Et Enfin, oui. même Mmh. si j'aimais bien les urgences, en soi, c'est pas qu'une question de pratique en elle-même, tu vois. C'est une question aussi de pouvoir être à l'aise dans la structure dans laquelle tu évolues. Bah, bien sûr. Et je trouve que, ouais, assez souvent, non, il y a pas d'accompagnement. On n'essaye pas non plus forcément de savoir comment tu vis la chose. Qu'est-ce que toi, ben voilà, comment t'aimerais être accompagné, Bien sûr. je Et sais du j'ai coup, pas là, tu as ressenti dit ça. tu dit que c'était violent, là, 1re journée où tu arrives, tu es de garde directe. Il y a Ouais. des étudiants, des étudiantes qui nous écoutent, tu pourrais leur expliquer en quoi c'est violent? Parce qu'ils l'ont pas encore vécu ça et bon, j'espère qu'ils le vivront, pas toutes et tous, mais Bah, après, c'est surtout dans le sens où, on m'a pas laissé le choix, en fait. Genre, j'ai fait ma première journée. Déjà, bah, c'est pas facile d'arriver dans une nouvelle structure. Il faut prendre tes marques, que ce soit, avec l'équipe, comme on disait, ou avec l'organisation. mmh, Et du coup, tu et à 11 heures on te dit, «Ah bah, au fait, tu de garde ce soir», mais en fait, tu sais même pas comment leur logiciel fonctionne, tu sais pas, c'est ça. tu sais pas comment leur garde fonctionne. C'est pas moi, c'était pas tant du coup par rapport aux urgences en elles-mêmes, parce que j'avais déjà fait mon DE avant. Donc et puis j'avais fait j'ai eu plusieurs emplois d'urgentiste. Donc c'est pas tant par rapport aux urgences, mais c'est aussi parce que j'avais mon background avec moi, et j'étais Mmh. plutôt à l'aise dans ce milieu-là. Mais je pense que si je l'avais pas, ça aurait été encore plus violent, Une charge de plus, et parce que oui. j'aurais eu l'appréhension des gardes que j'avais pas à ce moment-là. Mais du coup, ouais, c'est surtout ça, en fait. Ça a été violent parce que j'ai pas eu le choix, parce que ça leur paraissait normal. Enfin, en fait, il y avait l'un des associés, celui qui, bah, du coup, m'a dit, bah, t'es de garde. L'autre associé a dit, ah ouais, c'est pas très sympa quand même, t'as fait ça, mais bah, aucun soutien, tu vois. C'est-à-dire que peut-être Ouais. vous auriez pu discuter entre vous pour que. Et non, et ça, c'était un remplat où, du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de. J'ai comblé les trous, et c'est vrai Et qu'assez oui. souvent. Ça, je trouve que c'est pas très valorisant, en fait. C'est vrai que tu arrives quelque part, on te demande direct de t'adapter, et on sait que c'est pas forcément confortable pour toi, mais on va pas aller creuser le sujet, tu vois. On va pas te dire, c'est bon, c'est ok, tu te sens à l'aise, ça va aller. Ouais. Non, c'est comme ça. Après, voilà, c'est parce que chacun a ses obligations. Beaucoup de gens travaillent beaucoup, donc quand je pense qu'il y a un remplaçant qui arrive, c'est un soulagement, et je comprends, mais c'est vrai qu'en face, c'est pas forcément facile d'être balancé Non, comme non, ça, c'est quoi. clair. Mais j'entends dans ce que tu dis qu'il y a un truc qui est comme subi. C'est-à-dire que tu pas eu le choix. En fait, on t'a pas Ouais. trop posé la question. Et toi, vraiment, au moment où on te l'a un peu imposé ça, heu, du coup, tu t'es pas senti la possibilité de dire non ou de dire un «oui mais» ou voilà, de demander, Non. d'être accompagné au moins quelques jours? Ouais, non. Non, 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 je vais pas. Après, c'est vrai que c'est pas forcément dans ma personnalité à la base, je pense. Donc c'est déjà ça. Mais non, parce qu'il y avait pas de question, en fait. Enfin, c'était, peut-être garde ce soir. C'était pas, est-ce D'accord, que ouais, c'est c'est OK pour toi intéressant. que tu sois en garde ce soir? Oui, Non, t'es de garde ce soir. Donc en fait, ça laissait pas la oui, place c'était de au. l'affirmative.
Oh non, Mmh. ouais. Et D'accord. moi, c'est vrai que quand j'arrive dans une structure, j'aime pas, voilà, j'aime pas m'imposer, j'aime pas imposer mes conditions. Et pour moi, ça devrait partir d'un partage, en fait, enfin, d'un partage équitable. Faut pas non plus, à l'extrême, dire: «Ah moi», enfin, de mon point de vue, en tout cas, je veux pas être la personne qui impose absolument, sa vision et il faut que ce soit comme ci. Mais je pense que ça devrait être un échange pour que chacun y trouve son compte, en fait, au final. Ouais, mais ça, enfin, c'est important pour notamment, enfin, des personnes qui sont en position hiérarchique supérieure qui nous écoutent, de Mmh. laisser de la place quand même à de la discussion et Mmh. notamment sonder les besoins de la personne en face. Toi, ça aurait été de Mmh. sonder tes besoins. Voilà, tu as besoin de quoi si on te met de garde la première nuit, pour être, Mmh. la plus à l'aise possible? Bon, alors que, ouais, c'est vrai que la première nuit, tu te dis: c'est quand même sportif». Enfin, moi, je l'ai connu aussi et ça m'a mis dans des états de stress pas possibles, hein. Ouais. Donc qu'est-ce que tu dirais justement à ces étudiants à qui ça va peut-être arriver ça? Hem, Avec ton Bah, je expérience? pense ouais, non, mais après enfin, c'est par rapport aux gardes, tu veux dire? Si la même, le même contexte, se présente, bah, je pense qu'il faut, peut-être pouvoir être à l'aise, pour pouvoir exprimer ses craintes et ses besoins. Je pense que c'est peut-être ça qui aurait été différent. Après j'ai survécu, hein, j'en suis pas morte, c'est juste que c'est une accumulation en fait. Et je pense qu'il y a une accumulation de choses qui peuvent te donner une expérience positive ou négative. Et ça a participé à me donner, enfin, à créer quelque chose plutôt négatif. Et ça, Ouais. c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et je pense que si je m'étais sentie un peu plus à l'écoute, enfin un peu plus écoutée, j'aurais pas eu ce sentiment-là. Donc j'aurais tendance à dire, bah, être capable d'exprimer Mmh. ses besoins et ses craintes et ses freins, je pense que ça c'est hyper important. Et il faut avoir en face du coup surtout des personnes qui sont prêtes à écouter ça, ce qui n'est pas forcément évident parce que je pense que tout le monde n'est pas dans un état d'esprit comme ça. Mais C'est voilà, vrai. pouvoir exprimer, ouais, s'exprimer. Mmh. Et tu vois, enfin, ce que tu dis après, ça porte un nom en termes de management. Alors on sait que, en école vétérinaire, on est très peu, même encore à l'heure actuelle, ça commence à émerger, mais assez peu formé, en management et en communication interpersonnelle. Ça s'appelle, l'onboarding, hein, ce Mhm. truc d'être accompagné sur, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est encore mieux, par l'équipe qui t'accueille, quoi. Toi, tu as déjà Ouais. connu ça dans une structure? L'onboarding. Ouais, L'onboarding. ouais. Oui, oui, alors plus ou moins adapté, ouais, oui, je l'ai déjà connu, mais je dirais pas que j'ai connu un onboarding, parfait. Après rien n'est jamais parfait, mais ouais, il y a par exemple, j'ai connu des structures où le côté administratif était beaucoup plus expliqué, beaucoup plus préparé. Donc en amont, on t'explique, comment ça va se passer, t'arrives, t'as un kit d'arrivée, on te montre ton Mmh. casier, on te fait visiter, tu vois. Où tu sais du coup que t'es attendu. Enfin, t'arrives, tu te sens Ah, c'est chouette déjà déjà. attendu. Ouais, ce qui est vachement Ouais. différent d'une structure où t'arrives et où bah t'es sur cette là, bah c'est déjà aujourd'hui. Bon, tu te dis ok super, C'est ça. mince, est-ce que je me suis trompée, et où du coup tu dois te faire ta place toi-même. Je pense que ouais, l'onboarding c'est large et je pense que faire un bon onboarding c'est difficile parce qu'il faut aussi, je pense qu'il faut avoir des choses prêtes, mais il faut aussi être assez souple par rapport Mmh. à l'autre personne et s'adapter à l'autre personne. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire pour que les personnes, enfin les vétos qui arrivent dans une structure se sentent plus préparés, attendus. Bah, c'est vrai que oui, oui, enfin, c'est clair que le métier déjà, si on précise, c'est le métier de manager, hein. Mhm. C'est un métier qui est complexe, ça c'est évident et en plus les vétos, qui dirigent leurs structures ne sont pas formés à ça et ça n'aide absolument pas quand, Non. effectivement tu arrives, comme un cheveu sur la soupe la plupart du temps. Ouais. Enfin, moi je t'avoue que je n'ai jamais connu d'onboarding, pourtant j'en ai fait pas mal des structures. C'était souvent, voilà, tu Ouais. arrives, en plus moi j'ai jamais travaillé sur Mac, je me souviens que ma première expérience d'urgence c'était sur, un Mac en plus de tout le reste, hein, du logiciel que je connaissais pas, Ouais. de la clientèle que je connaissais pas, le métier que je découvrais. C'était Ouais. alors, c'est se former à la dure. Et bon, Mm. on peut se dire que c'est bien parce qu'on apprend vite. Alors ça, c'est le point positif, on apprend vite. Par contre, moi, je pense que ça avait participé à me dégoûter. Je pense Ouais. vraiment, ça m'avait épuisé
et j'avais très mal vécu la chose parce que moi, j'ai vraiment besoin de soutien, j'ai Mmh. besoin de travailler en équipe et là-dessus, quand on te laisse un petit peu, on n'est pas à l'écoute de tes besoins, on te laisse un peu, te débrouiller, Mmh. voilà et à l'époque, je ne savais pas demander de l'aide et je ne savais pas Ouais. exprimer non plus mes besoins. Donc je pense que déjà, première compétence clé, de quelqu'un qui accueille un veto ou une ASV dans sa structure, c'est d'être à l'écoute de ses besoins. Même en Mmh. amont, c'est-à-dire avant même de commencer le premier jour, c'est, ben, tu as besoin de quoi pour être à l'aise, quand tu commences un premier job? Après si c'est un étudiant qui commence, évidemment, il a peut-être pas le mot dessus, mais c'est vraiment être à l'écoute. Tu as besoin de quoi? Et même une fois que la personne a commencé, c'est régulièrement revenir, voilà, après Mmh. la première consulte, voilà, comment ça s'est passé? Tu as besoin de quoi? Être à l'écoute comme ça, c'est non seulement Ouais, valorisant, mais en plus très constructif, pour la personne. c'est Je sais pas ce que clair. tu en Ouais, penses? oui, oui, je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est primordial. Après, c'est comme plein de choses, tu vois? C'est comme par rapport à, bah, être capable de montrer de l'empathie, et je pense que c'est quelque part une forme d'empathie aussi, d'être capable de se mettre dans les C'est chaussures vrai, de ouais, Sveto qui arrive et de se dire, comment j'aurais aimé être traité à sa place. Et je pense que de la même manière que pour pouvoir montrer de l'empathie, il faut avoir du temps en fait, et je pense que c'est aussi quelque chose qui manque beaucoup dans la profession. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps parce qu'ils ont beaucoup de travail et du coup ils se donnent pas le temps. Enfin, je pense pas qu'on n'ait pas le temps, je pense qu'on se donne pas le temps, ce qui est totalement oui, différent. tu as Et complètement du coup, raison. ouais, je pense que il faut se donner le temps. Ouais, faut se donner le temps pour arriver. En fait, faut arriver à voir l'intérêt derrière. Faut arriver à comprendre que c'est pas une perte de temps que de prendre du temps pour déjà construire une relation avec cette nouvelle personne qui arrive, même si c'est quelqu'un qui vient en Complètement, remplat, parce que on sait jamais si ça se passe bien, ça peut être une expérience positive et cette personne-là, elle complètement, va ouais, tu rester as pendant raison. des mois, ou alors elle va revenir tous les étés, tu vois. Et oui. Et je trouve ça hyper important de pas voir ça comme une perte de temps, mais plutôt un investissement sur cette personne pour pouvoir l'intégrer dans l'équipe. Et même si c'est pour un mois, ouais, il faut arriver à prendre ce temps-là. Et ça c'est enfin, ce que tu abordes là, c'est extrêmement intéressant, je trouve et c'est quelque chose de qui est vrai partout, moi, où je suis passé, en tout cas. Cette histoire de ne pas avoir le temps et tu vois, pour moi, ça me comment dire? C'est quelque chose encore maintenant, parce que vu que je l'ai jamais vécu comme eux, en gros, j'ai toujours du mal à le comprendre parce que je pars du principe qu'on est quand même formé pour, être capable de réfléchir et surtout faire la dichotomie entre, bénéfice à moyen terme et à long terme. Se dire qu'on n'a pas le temps quand on accueille quelqu'un, c'est qu'on voit vraiment son bénéfice à court terme, c'est-à-dire à la consultation. Oh, si je prends une demi heure de mon temps pour lui, donc ça va faire une ou 2 consultations en moins, donc 100 € en moins. Bah, ça, on est sur du bénéfice à court terme. Mm. Alors qu'à long terme, bah, en fait, si tu accueilles mal la personne, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle parte. Alors pour le coup, je ne vais pas les citer, je les ai pas en tête, mais il y a des études sur le sujet, hein, sur vraiment, la nécessité de l'onboarding, sur les bénéfices de l'onboarding. Quelqu'un qui n'est pas accueilli, ou en tout cas qui est accueilli, comme on l'a dit là, comme un cheveu sur la soupe, il a beaucoup plus de chances de partir sur le moyen long Mm. terme qu'une personne qui a subi un vrai onboarding. Donc, le tout, c'est de le prendre et de le faire consciemment, de se dire, j'investis, comme tu l'as dit, tu as parlé d'investissement, et c'est exactement ça, j'investis dans la personne, effectivement, je vais me faire moins de consultations le jour J, mais c'est pour la mettre à l'aise, pour Ouais. qu'elle commence dans de bonnes conditions, pour éventuellement qu'à long terme, ça fonctionne, effectivement. Hein. Ouais, ben, je pense que c'est difficile pour certains de lever la tête en fait. Je pense que il y a beaucoup de vétos qui sont la tête dans le guidon, qui ont, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi peut-être un petit peu dépassés par Hmm, leur charge de travail, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un travail clinique complet et qui ont en plus ces tâches-là, ce qui devrait pas être le cas, je pense, en fait. Je pense que quand tu gères une structure et quand tu gères une équipe, tu dois avoir du temps dédié. Tu peux pas être un c'est ça, clinicien à 100%. Sinon, t'as c'est pas de ça. temps pour ton équipe, t'as pas de temps pour toi. Et c'est un cercle vicieux. En effet, comme tu dis, c'est un cercle vicieux après derrière. Mais pour ça, il faut arriver à, je pense, ouais, lever la tête en fait. Parce que quand t'es la tête dans le guidon, t'as ton objectif à court terme de il faut que je bosse, il faut que je C'est ça. bosse, j'ai tant de chire aujourd'hui, je veux pas rentrer chez moi à 22 heures encore. Enfin, toi, t'es dans ça. Et du coup, t'es dans l'espèce hyper efficacité en permanence, à devoir arriver à enchaîner les tâches de manière hyper rapprochée. Et ouais, il faut arriver à se dégager la tête et à se dire, ok, non, je pense, il faut que faut que je fasse un choix en fait. Parce que tu peux Hmm. pas, tu peux pas tout faire.
Je pense que Ouais, c'est c'est vrai. ça, faut arriver à faire Et un choix. après, enfin, encore une fois, ce que tu dis là, c'est hyper intéressant et ça va me permettre d'enchaîner sur cette idée. C'est que, les vétos, je pense de ce dont on parle là, ils sont inconsciemment incompétents. C'est-à-dire que ils n'ont pas conscience de justement leur double casquette, c'est ce que tu dis. Ils sont vétérinaires uniquement, sauf que quand tu gères une équipe, quand tu as du personnel, tu n'es pas uniquement vétérinaire clinicien. Tu es Mmh. aussi potentiellement manager Mmh. ou chef d'équipe. Et ça, du coup, ça demande du temps. Enfin, si tu as les 2 casquettes, tu es obligé de consacrer du temps, Ouais. aux 2, à voir dans quelle proportion. Mais je pense que beaucoup, et pour le coup, il y a aucun jugement de ma part, hein, tout à l'heure, je t'ai dit, moi, je ne comprends pas parce que j'ai jamais occupé des positions telles que celle-ci et j'ai jamais été à leur place. Mais je pense que c'est ce truc-là, ils sont inconsciemment incompétents, ils ne savent pas d'où vient le problème parce que, ils ont appris à soigner des animaux, ils soignent des animaux, Ouais. c'est leur boulot, ils doivent s'occuper des gens, des animaux et le personnel, c'est sur le tas, en fait, c'est en plus. Alors que non, Ouais. ça devrait Ouais. être consciemment réorganisé, je pense, hein, je dis il faudrait, idéalement, mais en tout cas, les personnes qui occupent une fonction de manager, c'est quand même leur boulot, c'est de consacrer du temps à leur personnel, plutôt que de le faire Ouais. quand ils peuvent, Oui, c'est-à-dire oui, jamais. oui, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais je suis complètement d'accord. C'est du temps qui doit être alloué pour ça. Je pense que ça peut être difficile pour certains parce que c'est du temps bah, non rémunéré au final, enfin non rémunérateur. C'est pas quelque chose qui va créer de la valeur, en tout cas qui va rentrer directement, mais ça participe tellement à la cohésion d'équipe, à mettre en place un environnement qui soit agréable pour l'équipe. Et pour moi, tout ça, c'est des éléments aussi qui vont booster la productivité. Donc, en fait, c'est pas de l'investissement et c'est pas un bénéfice direct, puisque c'est pas comme, bah, tu vois, tu fais ta chire ou tu fais tes Mmh. consultes, bah, les gens payent, donc ça te fait du chiffre d'affaires qui rentre directement. Non, c'est sûr que ça peut sembler être une perte d'argent, une perte de chiffre, puisque c'est un temps où tu vas pas consulter, où tu vas pas faire de chiffre, mais c'est un temps qui est hyper important pour l'équipe en fait et pour la structure de manière globale et euh, pour avoir une structure saine, je pense. Mais Ah oui, je suis ouais, d'accord avec toi. déjà. Je pense que beaucoup de personnes qui sont dans ce format-là, enfin dans ce schéma-là, euh, ont, alors, je sais pas si elles sont inconsciemment incompétentes, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a des insuffisances. Je pense que peut-être je pense que certains s'en rendent compte quand même de la difficulté de la partie managériale, administrative et de la lourdeur que ça peut être. Mais ces personnes-là, du coup, c'est celles qui vont pouvoir travailler sur ça. Donc ça, c'est vachement bien, parce que c'est plus compliqué, Complètement, comme tu le dis, celles qui en complètement. sont pas conscientes, parce que du coup, je trouve que souvent, voilà, ça fait une équipe où chacun fait ses trucs. Il y a plus ou moins des choses qui se mettent en place, C'est mais ça. et c'est pas sain. Souvent, c'est vrai que je trouve que les équipes qui s'entendent le moins, c'est celles qui sont le moins managées au final. Donc ouais, Mmh. c'est hyper Ouais, ouais. important. Ouais, c'est un sujet intéressant. Après, je ne sais pas comment je l'ai dit, ça reste une hypothèse, hein. C'est pas quelque chose qui est prouvé. Mon hypothèse, c'est cette histoire d'inconsciemment incompétent. Et les gens dont tu parles, ils deviennent consciemment incompétents. Et après, par contre, c'est à eux, c'est leur responsabilité de faire en sorte de se former pour répondre aux besoins. Et effectivement, il n'y a pas, comment dire? Il y a une, entre guillemets, hein, une perte financière sur le court terme parce que tu ne fais pas ta consultation pendant que tu consacres ce temps à tes équipes. Mais sur le long terme, comme on l'a dit, il y a pas mal de gens qui partent quand on leur consacre pas ce Mm. temps-là. Et moi, le premier, hein, c'est ce qui m'arrivait. Du coup, le recrutement, ça coûte cher aussi, parce que du coup, il faut payer des plateformes pour faire des publicités, ça prend du temps, il faut Mm, mm, téléphoner, mm. etc. Donc Ouais. finalement, il y a une vraie compensation, même financière, à moyen long terme, Ah oui, oui. quand on s'engage là-dedans. Mais bon, en tout cas, Elodie, c'était super intéressant, mais j'aimerais on se refocalise sur toi, du coup, sur tes expériences. Donc, on avait parlé, voilà, on avait commencé avec l'histoire de une activité généraliste à la sortie d'école, comme tu l'as dit. Et sur quel événement, toi, t'aimerais revenir sinon? Bah, je pense que l'un des événements qui a été les plus marquants et je pense qui a changé ma vie, c'est à un moment où j'ai fait un burn-out il y a D'accord? quelques années, donc c'était en 2021. Où du coup, bah, avant d'en arriver à cet épuisement-là, je suis passée par différentes phases. Et en fait, c'est vrai que a posteriori, maintenant, je m'intéresse beaucoup à ça, aux risques psychosociaux, au burn-out et aux différentes conséquences
de services psychosociaux. Et du coup, a posteriori, je prends conscience de choses que j'ai ressenties à ce moment-là et des différentes étapes par lesquelles je suis passée, donc c'est hyper intéressant. Mais du coup, moi, c'est OK. vrai que c'est un événement qui a été marquant et je pense que c'est un événement. Enfin, ça a changé ma vie en fait pour moi. Mais dans le bon sens, dans un sens positif. Alors, c'était pas une bonne période, Non, c'était j'imagine. vraiment pas une période agréable. Mais du coup, oui, ça a changé ma vie parce que j'ai pris conscience, en fait, j'ai vraiment pris conscience de beaucoup de choses par rapport à moi, par rapport à mon rapport avec mon Mmh. travail. Et OK. toutes ces choses-là, ça m'a permis de voilà, remettre en question ce que j'avais fait. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu en arriver là? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu arriver à un état comme ça? Et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et c'est en ça, ouais, je trouve que ça a été un événement Mmh. important. C'est tout ce que j'ai appris, en fait, tout ce que j'ai appris sur moi. Ça a été hyper enrichissant. Et c'est des là, tu t'es posé pas mal de questions. C'est des questions que tu t'es posées toute seule ou enfin, je veux dire, tu as été accompagnée ça s'est passé comment pour toi, cette Alors, période-là? pas vraiment. Enfin, en tout cas, après, bah, le diagnostic, ça a été donné par un médecin, mais c'est vrai que à ce moment-là, je me suis pas sentie forcément accompagnée, en tout cas par le corps médical. Euh, D'accord. on m'a conseillé de voir bah, des professionnels de la santé mentale, psychiatres, psychologues, psychiatres. J'ai pas, ouais, ça m'a pas apporté grand-chose en tout cas. Psychologue un petit peu plus, mais c'est vrai que il y a des problématiques propres au métier où du coup enfin j'ai pas eu la réponse avec une psychologue, donc ça a été vraiment énormément, je pense, de réflexion. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu. Et je pense que c'est vraiment ce travail que j'ai fait sur moi-même. Alors après, j'ai été accompagnée par enfin, mes proches. Mes proches étaient là Mmh. pour moi. Et c'est vrai que j'ai un conjoint qui est très, très intelligent émotionnellement, je pense, qui m'a beaucoup aidée à ce niveau-là. Ah génial. Et ouais, du coup, c'est surtout ça, je pense. C'est d'arriver à apprendre ces choses sur moi, à comprendre ce qui a Mmh. pu Ah, arriver c'est là. hyper important d'avoir quelqu'un de proche, de soutenant comme ton Ouais. conjoint, hein. Mm, Beaucoup, c'est mm. ce qu'on dit, hein, de ce besoin et c'est même impératif, hein, de quand dans ces moments-là, sans en arriver au burn-out, mais dans les moments où ça ne va pas, de pouvoir échanger avec quelqu'un en qui on a vraiment confiance et quelqu'un qui est soutenant. Ouais. Parce que des fois, on a confiance en certaines personnes et dans l'échange, on se sent pas forcément Ouais. soutenu. On se sent un peu Oui, c'est remis en ça. question. Ouais. Voilà. Alors c'est pas que ce Ou soit les alors on te personnes qu'il ne faut dit, plus fréquenter, mais en tout cas, dans ces moments-là, c'est peut-être pas les personnes à solliciter. c'est ça, mais Qu'est-ce que c'est tu en aussi pas penses? forcément dans ces moments-là où tu vas arriver à te dire: «OK, cette personne-là, c'est peut-être pas la bonne pour moi», tu vois? C'est Ouais. vrai qu'il y a des fois où des moments difficiles, mais dans plein de trucs, tu vois? Enfin, parce que bon, il y a, l'épuisement professionnel, mais il y a aussi, plein d'autres difficultés, je pense, qu'on peut rencontrer au cours de notre vie pro. Et moi, c'est vrai que des événements que j'ai trouvé compliqués, c'est par exemple, s'il y a des fois où où je me suis trompée de diagnostic, ou D'accord. Ouais. j'ai pas fait ce qu'il fallait, des erreurs médicales, des choses comme ça. Ou du coup, je pense que pareil, tu vois, ça c'est hyper important d'être capable d'en parler avec quelqu'un Mmh. d'autre. Mais si t'en parles pas avec la bonne personne, ça peut, bah, c'est à double tranchant, quoi. C'est-à-dire que si t'en parles avec quelqu'un qui est pas capable d'écouter, comme tu dis, qui fait pas preuve d'empathie, qui fait pas preuve d'écoute active, t'as beaucoup de gens qui vont avoir tendance soit à minimiser, ou alors à dire oh mais c'est bon, t'inquiète, moi ça m'est déjà arrivé. Et c'est pas constructif en fait. Exactement. Ouais. Et Bah, ça, ouais. c'est pareil un peu pour tout, tu vois, pareil pour la fatigue, pour l'épuisement. Si tu parles avec des gens qui te disent ah mais t'inquiète, je suis passée par là, c'est bon, fais ci, ça va aller. T'es là, tu te dis, et moi c'est vrai que je pense que l'une des raisons qui a fait que j'en suis arrivée au point du burn-out, c'est parce que je me disais, bah les gens ils font ça, il faut que je fasse ça, quoi. C'est pas normal que je sois fatiguée, tout le monde tient, il faut que je tienne en fait. Et euh, je me suis contenue, enfin je me suis enfermée en fait dans un format qui Mmh. moi me correspondait pas. Que ce soit d'un point de vue de l'orga du travail, tu vois. Moi, c'est vrai que des journées de Ouais, j'allais te demander. 8h, 22h, 5 jours par Ouais. semaine, où du coup, t'as pas de vie à côté, ça me convenait pas. Mais en Et fait, oui, d'accord. enfin, j'ai essayé de me dire, c'est comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on est veto. Il y a pas Quand t'es d'alternative. veto, ouais, c'est Ouais. ça, il n'y a pas d'alternative. Moi, Mmh. je ressentais qu'il n'y avait pas d'alternative. Et j'avais l'impression que si je voulais une alternative,
j'étais feignante en fait, Ouais, non, mais c'est génial. C'est hyper intéressant que les auditeurs et les auditrices entendent ça. Ouais, ouais, on s'auto-juge feignant ouais. si on sort de ce Mmh, cadre unique. Voilà, mmh. et tu as dit: «Il faut», ça, c'est le fameux Il truc. faut, ouais. Il faut, ça te Ouais, met une pression, c'est: «Il faut que je bosse ouais. 5 jours par semaine», parce que de toute façon, moi, j'ai Ouais, vu tous les vétos faire comme ça, et c'est vrai que j'ai toujours entendu que si on sortait de ce cadre, bah, on était feignant, donc il faut que je continue. Ça ne va ouais. pas, non, mais il faut que je continue. Ouais, parce qu'après Terrible. ça te met dans cette espèce de culpabilité, permanente, tu vois? De te dire: C'est «Ah mais ça. moi je suis fatiguée, ça me convient pas», mais en fait, ouais, je sais pas, je suis arrivée à un point où je me disais pas: «Ça me convient pas», parce que j'essayais de me persuader que ça me convenait, en fait, qu'il fallait que ça me Mmh. convienne parce que j'aimais mon métier en soi, et c'est ça Ouais. qui est le plus triste, c'est parce que je pense que beaucoup d'entre nous, et ça m'a dégoûtée, tu vois? C'est vrai que quand j'ai arrêté de bosser, enfin, j'aimais plus mon métier. C'est J'étais ça. dégoûtée. Ouais. J'adorais apprendre pourtant, j'adorais, lire des bouquins, j'adorais lire des articles, mais j'en suis arrivée à un point où du coup, je voulais même plus ouvrir un livre. Je voulais ça Mmh. c'était vraiment complètement, de côté, et c'est dommage parce que du coup, je pense que c'est des conditions qui me convenaient pas, et c'était pas mon métier qui me convenait pas. Mon métier, je l'aimais en lui-même, mais les conditions me convenaient pas, mais j'arrivais pas à accepter, en fait, le fait que, bah, les conditions, Oui, c'est c'était ça. pas pour moi, C'est ça, faire et la qu'il y avait le une distinguo, alternative. ouais, entre Oui, vraiment c'est le ça, métier en c'est pas lui-même et le métier l'organisation. et les ouais, c'est ça. Ouais. Et arriver à reconnaître que oui, tu peux peut-être avoir des besoins différents d'autres personnes, et quoique je pense que beaucoup sont aussi dans ce format de, Mmh. bah, c'est comme ça, donc je me l'impose, et du coup, même si ça me convient pas, je reste C'est dans ça. cet engrenage. Et ouais, je pense qu'il faut arriver à accepter que, à mon avis, le métier change, enfin, l'organisation du métier change, parce que les attentes des vétos actuels, c'est plus celle des vétos d'il y a 30 ans, et qu'on peut plus fonctionner sur un format comme ça. Alors après, il y a des gens qui continuent, enfin, je pense qu'il y a des gens qui aiment Complètement. ce format, Ouais. et il n'y a vraiment pas de souci, mais c'est vrai que je pense qu'il faut arriver à avoir cette ouverture de, bah, c'est peut-être pas pour tout le monde, et c'est pas pour autant que ces personnes-là, elles n'ont pas leur place dans la profession. Mmh. Ouais, complètement. C'est faire preuve tout simplement, hein, s'il y a un mot dessus, c'est la tolérance. C'est on Mm. n'est pas tous égaux, et moi, quand je l'ai réalisé, ça a fait une énorme différence comme toi, hein. Bon, je suis passé aussi par le burn-out, mais de se dire que, ben, en fait, il y a plein de manières d'exercer différentes en termes de pratique, en termes d'organisation. Et moi, alors, pour le coup, la génération de mes poulots, donc 2 années en dessous de moi, hein, j'en ai vu plein arrêter et reprendre, mais admettons à 2 jours et demi, 3 jours par semaine. Et avec ça, ils ont un équilibre qui est, beaucoup plus sain pour eux, beaucoup plus écologique pour eux. Moi-même, je le remarque, hein, et maintenant que j'ai repris, je me dis: «Oh, comment j'ai pu bosser des fois 5 jours par semaine?» C'est un métier qui est tellement exigeant physiquement, intellectuellement, émotionnellement. La journée d'hier, par exemple, j'ai fait une journée, voilà, 8h30 à 19h. Je suis arrivé rincé, mais rincé du rapport avec des clients difficiles, des animaux euthanasiés, des chirurgies imprévues, de l'activité qui est irrégulière. C'est tellement intense dans tous les sens du terme. Mm. Certaines personnes peuvent vivre ça toute la semaine, même faire des nuits de garde en plus et le vivent très bien. Mais ce qui est important, c'est d'accepter que d'autres Ouais, personnes n'y parviennent pas. C'est pas pour autant c'est qu'elles ne ça. sont pas faites pour ce métier, c'est pas pour autant Mm. elles sont faibles, mais en tout cas, elles ont besoin d'une autre organisation que celle-ci. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bah, ouais, je suis complètement d'accord. Il y a tellement de, il y a tellement de paramètres qui participent au fait que ça puisse être difficile, en fait. C'est un métier, je pense, qui est facilement drainant, physiquement et émotionnellement. Eh oui, Il y a plein d'études qui le montrent que, bah, les vétos, les médecins c'est des professions, les professions du soin, c'est des professions qui sont quand même les plus sujets à, bah, à cet épuisement et à la fatigue compassionnelle, et à ouais, plein de ouais, trucs ouais, qui fait complètement. que si en face t'as pas de temps, en fait, pour récupérer, t'as pas ce temps pour toi, tu auras plus les ressources pour, bah, ouais, on en revient à ce qu'on disait au départ, tu vois, avec Exactement. l'empathie. Pour moi, c'est pour avoir les ressources, pour pouvoir faire correctement ton travail. Donc il y a d'une part faire correctement ton travail, et d'autre part apprécier, donc sur le long terme, être capable de tenir ce rythme-là, être capable de tenir ce métier-là. Il faut que tu puisses avoir les ressources, et ces ressources-là, je pense que tu peux les avoir uniquement en ayant du temps aussi, pour récupérer. Du temps Et pour ça, c'est soi, très comme tu as dit, dépendant. ouais. Il y a des personnes qui ont besoin de peu de temps, il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps, et il faut, C'est ouais, faut ça. pouvoir s'adapter, quoi. Et du coup, Elodie, globalement, qu'est-ce que tu dirais qui a changé, entre le avant burn-out, après burn-out? Tu as parlé déjà des semaines un peu à rallonge, heu,
Enfin bref, je te laisse du coup me dire, qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement? Bah, ma vie, elle a complètement changé entre avant et après. Alors après, j'avais pas enfin, avant cette période-là, c'est vrai que pendant 1 an et demi, j'étais sur un format, du coup, «classique» entre guillemets, avec, bah, je travaillais, bah, j'étais à temps plein, en forfait jour. OK. Donc c'est vrai que ma vie, elle a littéralement changé. Bon après, pendant mon burn-out, du coup, j'étais en arrêt pendant quelques mois où j'étais perdue. Je savais pas du tout ce que j'allais faire, pour la suite. Mmh. Je savais pas si je voulais continuer ce métier-là. Comme je te disais, j'étais un peu, bah, j'étais dégoûtée. Eh Je oui. m'imaginais pas, en fait, y retourner. J'ai essayé d'y retourner assez rapidement, enfin au bout d'un mois, 1 mois et demi, je crois, j'ai essayé d'y retourner. En fait, j'ai fait une crise de panique, donc du coup, j'ai pas, j'ai dit: «Bon OK, là, c'est pas possible, je peux pas, donc je vais quitter la structure dans laquelle je suis et puis je vais réfléchir à ce que je veux faire pour la suite». Donc ça m'a pris un peu de temps et après, j'ai eu l'idée d'un projet et de créer ma boîte, donc je pense que ça aussi, ça a été un gros changement, un gros virage, dans ma vie Bah, peut-être que et tu en pourrais fait nous en maintenant parler d'ailleurs, Elodie, hein? un petit peu. Mais du coup, je pense qu'en fait, j'ai appris à organiser mon travail autour de Mmh. ma vie, et à adapter mon travail à ma vie. Alors D'accord. sans imposer, enfin mon but c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est je cherche pas à imposer mes conditions à un employeur. Alors je suis passée collab maintenant, donc disons plutôt à une structure dans laquelle je vais travailler. Je cherche pas Ouais. à imposer mes conditions, mais en fait, je cherche en tout cas à être capable d'avoir cette flexibilité, à être capable d'avoir un rythme qui me correspond. Et c'est ça que je cherche. Et du coup, c'est vrai que je m'y retrouve bien parce que là, j'ai repris la clinique. Alors, ça m'a pris un peu de temps pour que je reprenne la clinique après mon burn-out. Ça m'a pris environ 1 an où j'ai fait un premier remplat, donc déjà pour remettre un pied dedans. À ce moment-là, j'ai OK. fait un remplat de généraliste, où je me suis rendu compte que c'était toujours pas pour moi la généraliste parce qu'au bout d'une semaine, je m'ennuyais. OK. Donc voilà, j'ai fait mon remplat et puis quelques mois après, j'ai repris en urgence. Mais du coup, ouais, je sais plus où est-ce que je voulais en venir. Je Bah, me tu suis étais sur perdue. du coup, ta reprise après ton année là, après le burn-out, tu as essayé un premier emploi en généraliste et du coup, tu disais que Ouais, ça t'avait pas c'était toujours pas pour toi ouais. et du coup, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, du coup, bah, j'ai repris, donc en fait, j'ai cherché à retourner en clinique, mais de manière à Ouais, ce que, je puisse avoir une activité qui s'adapte à mes autres projets, en particulier mes autres d'accord. projets pro. Ouais, Puisque du coup, j'avais créé ma boîte, bah, l'année d'avant. Ma boîte, en fait, je l'ai créée en 2022. Et c'est un projet qui me tient à cœur. Donc voilà, je voulais pouvoir avoir du temps pour développer ces différents projets ouais. pro. Donc voilà, le côté clinique, j'essaye de faire en sorte qu'il s'adapte plus ou moins à ma vie et de l'intégrer en fait à ma vie plutôt que de subir un Oui, rythme qui me convient pas. que ce soit pas le travail qui t'impose les C'est choses, mais un ça, peu ouais. alors tu disais que tu pas non plus ta vie, dans ton Ouais. boulot, mais, alors comment tu t'y es pris? Voilà, pareil pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette situation. Tu disais: «J'impose pas mes conditions», mais du coup, comment tu t'y prends quand tu vas voir un potentiel recruteur? Je suis honnête, je pense que enfin pour moi c'est aussi enfin je pense que j'ai toujours été, globalement honnête, mais c'est vrai que depuis, ce passage fatidique, par le burn-out, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Parce que, bah, déjà avant ça j'étais chef de service et j'avais une équipe de plus d'une dizaine de personnes, donc je me suis aussi beaucoup remise en question à la suite de ça. Donc pour moi, l'honnêteté, c'est quelque chose de fondamental, de 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 d'être honnête et d'être transparent dans son discours. Donc moi, quand je, m'intéresse à un poste, je suis honnête en disant, bah, que j'ai ma boîte et que j'ai mon projet professionnel et que c'est quelque chose qui est central pour moi, que c'est le plus important au Mmh. final. OK. Voilà, je le dis que c'est plus important. Après, j'essaie d'être, enfin, de rester réglo et de pouvoir m'adapter quand même aux contraintes en face. Mais voilà, je reste honnête sur le fait que mon projet, c'est ma priorité à l'heure actuelle. Euh, et voilà, c'est OK. essentiellement ça, Du l'honnêteté, la coup, à l'heure actuelle, transparence. là, tu consacres quel, pourcentage de ton temps dans la semaine à l'activité clinique?
à peu Alors près, ça hein? ça dépend si tu pars, sur, enfin, je bosse environ, je fais environ 2 vacations par semaine, donc c'est de l'ordre de entre 12 et 14 heures, une 13 environ 13 heures. Donc de nuit uniquement, hein, actuellement? Nuit, dimanche, jour férié. Et dimanche? OK, OK, ça Mmh. marche. OK. Et donc, alors, tu vas pouvoir nous parler aussi peut-être de ton projet, donc ta boîte, comment elle s'appelle? Comment, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu fais, et cetera? Bah, du coup, ma boîte, c'est Help for Vet que j'ai créée fin 2022. OK. Donc du coup, l'idée du projet m'est venue, à pendant, bah, ouais, au final, pendant mon burn-out où j'ai repensé à différentes phases par lesquelles je suis passée. Donc j'ai repensé à ces phases où du coup, j'ai commencé à bosser et où j'ai rapidement commencé à faire des gardes. Enfin, en 5e année, je faisais des gardes avant de commencer, avant d'enchaîner sur mon DE d'urgento. Et je me suis rappelée du coup de ces premières gardes où je me suis sentie, bah, pareil, voilà, un peu lâchée dans la nature, où j'ai été face à des cas, bah, parfois des animaux critiques, c'est des Mmh. urgences normales, des animaux critiques, des pathos hyper variés, enfin, la nécessité de réfléchir rapidement, mais en même temps de ne pas avoir les ressources en fait Mmh. de pouvoir faire face à ces cas, parce que bah, simplement quand on débute, on a, même si on a théoriquement beaucoup de savoir, en pratique, enfin les mettre en pratique, c'est vraiment totalement différent, Clairement. surtout sur des situations d'urgence. Et en plus à ça, ça se rajoute tout le contexte émotionnel lié aux urgences, donc des propriétaires qui sont dans des états hyper variés, des propriétaires qui sont tristes, des propriétaires qui sont en colère, des Mmh. propriétaires qui te mettent la pression. Et en fait, tout ça, ouais, je me suis sentie pas préparée à ça. Et en fait, j'ai eu l'impression à ce moment-là de pas forcément avoir de soutien. Donc même si j'ai bossé dans des structures où on me disait hésite pas à m'appeler à 3 heures du mat, bah j'ai un doute sur une radio, je vais pas t'appeler à 3 heures du mat, tu vois, ça m'arrivait Mmh. de le faire. Mais j'essaie aussi de respecter le temps de repos des vétos de jour, parce que je sais que enfin, la plupart des gens travaillent beaucoup. Donc ouais, je me suis sentie un peu seule pendant ces premières gardes. Ouais. Je sais que j'ai fait plein de choses que pas comme il fallait. Et c'est vrai que ça, c'était difficile pour moi de me dire que bah, peut-être qu'un animal aurait été mieux pris en charge si ça avait été par quelqu'un d'autre. Beaucoup de remises en question à ce moment-là. Donc Mmh. c'était, ouais, une période qui n'était pas forcément facile. Et je pense que d'un point de vue de l'évolution pro, c'était pas non plus euh, le mieux, parce que ouais, je me suis pas sentie accompagnée, et j'étais pas satisfaite forcément de ce que je faisais. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu après, donc à l'inverse, quand moi j'ai encadré une équipe de jeunes vétos, qui du coup, bah, donc de jeunes vétos urgentistes, où j'essayais au maximum de pouvoir être présente pour eux, mais c'était pas non plus facile de garder une vie à côté tout en étant disponible pour eux Ouais. quand Et oui. j'étais pas sur Faire ce place. compromis. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc c'est souvent ça qui est difficile, je pense, dans les cliniques, c'est de pouvoir fournir un accompagnement, mais tout en étant capable de respecter ses propres besoins. On en revient toujours à la même chose. Je pense que c'est Et primordial de prendre le complètement. temps pour soi. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas, ben, j'avais plus ce temps pour moi, en fait. J'avais plus de temps de déconnexion. J'étais toujours dispo. J'essayais de me rendre toujours dispo pour pouvoir répondre à leurs questions. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, je devais pas être la seule dans ce contexte-là. Et du coup, c'est comme Ouais. ça qu'est venue l'idée de L4Vet, donc de créer une plateforme à partir de laquelle un veto expérimenté en urgence va pouvoir répondre aux questions, donc en particulier des jeunes vétos de nuit. Donc c'est une D'accord. plateforme qui est accessible entre 20 h et 8 h. Et en cas de difficulté sur un cas, si jamais tu dois faire une procédure que tu n'as jamais fait, donc je sais pas, une péricardiosynthèse, une thoracosynthèse, un sondage urinaire difficile, un cas que tu comprends pas, ou tu sais pas quoi dire au propriétaire parce que du coup tu as proposé ça mais il refuse, donc qu'est-ce que tu peux faire, ou alors le propriétaire réagit de cette manière-là, je sais pas quoi faire. Ben voilà, que tu aies un veto qui soit expérimenté et Mmh. formé en urgence, qui puisse répondre déjà d'un point de vue médical, technique, qui D'accord. puisse t'aider et t'accompagner sur la gestion de ton cas, que ce soit si tu as une procédure à faire, ou alors essayer de t'aiguiller sur la prise en charge diagnostique, thérapeutique, et aussi le côté humain, voilà, avoir un soutien, te dire que t'es pas tout seul la nuit, si tu es en galère, si tu as un souci.
tu as quelqu'un qui est là, qui est dispo, et tu as un joker à qui tu peux faire appel, quoi. D'accord. Donc en fait, concrètement, donc, admettons des personnes là nous écoutent, seraient intéressées. Déjà, elles peuvent te contacter comment? Alors, bah, c'est possible de faire une demande d'avis directement sur le site. Après, si c'est pour en discuter, parce que il voudrait pouvoir y avoir accès régulièrement, Voilà. c'est possible de me contacter soit via le formulaire du site, ou alors par mail. Mon mail, c'est elodie.viner@helpforvet.fr, sur LinkedIn, sur Insta, parce que du coup aussi j'aime bien partager des petits tips d'urgento. Et du coup, sur Insta, je suis OK. pas mal présente sur la page Help4Vet, donc ouais, je suis aussi. Ah, j'ai pas encore On consulté peut ta page m'écrire. Insta, faudrait que j'aille voir. Du coup, Help for Vet, Help for le c'est le 4 hein? Que les gens Ouais, voilà. Help 4 Help Vet. for Help voilà, 4 Help Vet. 4 Vet. OK, Ouais. Et génial. l'Insta, par exemple, c'est @Help4Vet-FR. Mmh. OK. Voilà, voilà. Bon, génial, comme ça, les gens, ils savent. Super. J'avais quand même une question pour revenir, je suis pas sûr de te l'avoir posée, je reviens un petit peu en arrière, mais avec du recul, pour toi, le burn-out, enfin, c'est quoi qui a causé le burn-out? Parce qu'on a vraiment parlé du rythme. Hem, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres paramètres qui ont joué? Il y a plein de choses. De toute façon, je pense que le burn-out, on peut pas dire c'est ça qui Ouais, va. C'est une accumulation de raisons. c'est sûr. Pour moi, c'est du trop et du pas assez de différentes choses. C'est comme ça que j'aurais tendance à le décrire. Du trop, je pense que c'était du trop de charge de travail et trop de pression, en tout cas de pression que je me mettais surtout. Je pense qu'il y a un fond, bah, comme on discutait tout à l'heure, de syndrome de l'imposteur. Donc du coup, c'est vrai que moi, d'être dans une fonction de chef de service, ça veut dire que c'était censé me donner une certaine légitimité, mais en face, j'avais d'autres chefs de service qui avaient. Non, j'allais dire deux fois mon âge, j'exagère quand même. Mais c'était des personnes, voilà, Un peu c'était plus des spé, d'expérience, ouais. voilà, qui avaient une légitimité qui n'était pas la mienne. Donc c'est vrai que ça, pour moi, c'était aussi, je pense, difficile, le fait Mmh. d'avoir l'impression de devoir en permanence prouver des choses. Ouais, Et ça, c'est interne, hein, c'est c'est personnel. ça vient de soi. Euh, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça me rajoutait encore souvent une charge de travail, parce que j'avais l'impression de devoir toujours faire davantage pour montrer que j'étais légitime d'être là. Donc le trop, je pense que c'était ça, et le pas assez, c'était, je pense que je me sentais pas suffisamment reconnue aussi à ce moment-là D'accord. dans ce que je faisais. Et Par ouais, je tes tu pense veux que dire par tes c'est. supérieurs? Ou Ouais, ton équipe même? Je ne sais pas. je pense essentiellement par mes supérieurs, ouais. D'accord. Et je pense que ça participe. Je pense pour beaucoup, ça participe. Alors, je vais parler uniquement de mon expérience personnelle, mais c'est vrai qu'en creusant un peu le sujet maintenant, parce que ça m'intéresse beaucoup, bah, parce que je suis passée par là, et parce que je vois beaucoup de gens épuisés en fait au travail. Après, quand on parle de burn-out, en fait, en fait, j'ai l'impression que la traduction française, enfin, en tout cas, le sens qu'on y donne en Mmh. français, c'est pas tout à fait le même que le sens en anglais, parce que tu peux être burned out en anglais sans être en burn-out, entre guillemets. C'est vrai Mmh. qu'en français, quand on dit je suis en burn-out, généralement, tu travailles plus et tu vois, enfin, moi, en tout cas, c'est ça que j'y mets, alors qu'en fait, tu peux être épuisé tout en continuant à travailler. Et je pense que beaucoup de gens sont épuisés et continuent à travailler. Et c'est pour ça que, bah, ouais, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles ça m'intéresse autant, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément heureux dans leur vie pro parce qu'ils sont épuisés. Donc Mmh. je pense que c'est hyper intéressant de s'intéresser en fait aux facteurs qui peuvent conduire à ça. Donc je pense que la reconnaissance en fait partie, que ce soit la reconnaissance, ça passe, alors, c'est la reconnaissance financière, hein, mais ça passe aussi par de la reconnaissance non financière. Donc Mmh. je pense d'être capable de partager avec son équipe le bien, le moins bien, voilà, faire des Ouais, feedbacks, c'est ça. être là pour son équipe. Je pense que ça, c'est important. Et après, ouais, je pense que tout ce qui est charge de travail, pression, fatigue compassionnelle, c'est vrai que c'est un sujet que je trouve aussi passionnant. La fatigue compassionnelle, j'en avais jamais entendu parler Eh avant oui, de découvrir ce sujet-là. les métiers du soin, Et ouais. c'est tellement vrai, en fait. Je pense que on est tellement
soumis à, enfin, on est tellement confronté à la détresse émotionnelle de certains propriétaires. On est bien aussi sûr. confronté à la souffrance physique des animaux. Enfin, il y a plein de choses qui font que on peut souffrir de fatigue compassionnelle et ça, c'est pareil, c'était quelque chose que je connaissais pas en fait. Mmh. Oui, on n'en a pas forcément encore une fois, hein, c'est prendre conscience des choses. La prise de conscience, ça amène plein de choses. Au début, on l'a pas, c'est juste on Ouais, subit. oui, c'est ça. Bon, surtout on part avec ce truc, des autres générations qui disaient que ou même de la population, un peu profane, hein, de les vétérinaires, de toute façon, ils s'endurcissent, hein, ils se mettent Ouais, une c'est ça. barrière, alors que la réalité, c'est que enfin, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Ouais. Et C'est quand on la rigolo que vit, tu dises ça, parce que du coup, justement, sur Insta, donc je partage des tips médicaux et puis je ouais, partage aussi des choses par rapport à ça. Et mon dernier post, justement, c'était sur ça, c'était la manière de gérer les situations difficiles émotionnellement. Et OK. le fait que pour moi, la fausse bonne idée qu'on m'a donnée au départ, que ce soit bah, je pense pendant mes stages ou mes premiers emplois, c'était genre, tu vois, quand je rencontrais une difficulté, enfin, quand j'étais. Alors, c'est pas forcément, je pense que le terme c'est pas mal à l'aise, mais j'étais dérangée émotionnellement, entre guillemets, par des euthanasies, par des gens tristes. Et en Mmh. fait, ce qu'on m'a dit, c'était ce que tu viens de dire, c'est tu te forges, tu te blindes, tu vas apprendre à encaisser. Et pour moi, c'est pas ça. En tout cas, peut-être que ça marche pour certains, mais je pense que Peut-être. ça marche pas pour la majorité. Je pense que c'est important d'être capable de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur toi, toutes ces Mmh. situations-là. Ouais, bien sûr. Après, c'est effectivement avoir l'expérience, hein, faire face aux situations, voir comment on réagit et le tout, c'est d'échanger avec des personnes de Ouais, confiance, qui ouais, sauront nous écouter pour c'est ça. pouvoir, voilà, avoir un retour extérieur. Parce que c'est vrai que quand on Mm, reste dans sa bulle, on peut réfléchir, on peut se poser des questions, on peut se poser de très bonnes questions et mm. après, c'est bien d'avoir quand même cet effet miroir, avec Ouais, une c'est personne en ça. face, un feedback aussi, parce Mm, que c'est de notre responsabilité aussi de demander des feedbacks et sur ça, j'avais envie de te demander aussi, depuis ton burn-out, parce que tu manquais de valorisation avant et maintenant, là, actuellement, qu'est-ce que tu as mis en place pour, être peut-être plus valorisé ou, ce genre de choses? Bah, déjà parce que, je pense qu'encore une fois, j'essaye de, plus subir un rythme, qui me convient plus, donc c'est-à-dire que j'ai essayé de faire en sorte, d'adapter mon travail à ma vie, et du coup, je pense Mmh. que j'ai aussi moins besoin, enfin, j'ai appris à mettre des limites aussi à ce que je donne, dans ma vie pro. Je pense que j'avais cette tendance à vouloir faire Et oui, toujours plus, sur mon temps de repos, sur prouver. rester plus longtemps pour faire d'autres Mmh. choses. Et en fait, dans ce cas-là, et c'est pas facile, je pense, d'en arriver à se dire ça, mais en fait, je pense que je faisais ça pour obtenir de la reconnaissance, que j'ai pas obtenue. Et du coup, c'est encore plus frustrant, tu vois, parce que tu Et te ouais, dis, waouh, complètement, je donne, et tu continues, tu donnes plus, plus, plus pour complètement. avoir de la reconnaissance que tu n'obtiens pas. Donc tu te dis, bah, c'est que j'ai toujours pas donné Ouais, ouais, assez, ouais, donc c'est un tu donnes cercle vicieux encore plus. terrible. Ouais, c'est un cercle vicieux. Et en fait, tu te Mmh. sens pas, je pense que tu te sens pas validé. Et ouais, en fait, faut casser, pour moi, faut casser ça. Faut casser cette recherche de l'approbation d'autrui. Faut arriver à se dire et à être fier, en fait, de ce que tu fais et arriver à accepter que ce sera pas toujours parfait, que c'est pas toujours parfait et que c'est pas grave. Ouais, donc c'est beaucoup de Ouais, travail au final, complètement. je pense, sur moi-même, essentiellement. D'accord, ouais, c'est hyper intéressant et ça, c'est, je pense, une grosse partie et il y a aussi la possibilité d'aller chercher du feedback quand on en a envie, quand on en a besoin. C'est-à-dire, de Ouais. demander auprès de supérieurs, voilà: «Qu'est-ce que tu penses de ma gestion, Mm, mm, voilà, mm. technique, de ma gestion, de l'équipe?» Ça, c'est de notre responsabilité aussi parce que, tu vois, t'attendais un truc. Moi, j'étais pareil, hein, je me suis Oui, retrouvé complètement j'attendais que ça arrive, ça n'arrivait jamais oui, parce que je ne le disais pas. Par contre, j'aurais tout à fait pu le demander. Voilà: «Qu'est-ce que tu ouais, penses de moi?» heu, ouais, en étant plus ouais, précis s'il le fallait, mais ouais. aller le chercher Ouais, ce ouais, c'est feedback. sûr. Ouais, c'est sûr. Après, je pense qu'il faut aussi, pour arriver à être confortable et pouvoir être dans un format qui te permette de le demander, faut aussi, je pense que c'est aussi de la responsabilité du manager. Enfin, moi, je Mmh. jette la pierre à personne, hein, parce que je manageais moi-même une équipe et je pense que j'ai fait plein de choses de la mauvaise manière. Il y a plein de choses, ouais, j'ai pas fait correctement. Je pense que moi-même, j'étais pas à l'écoute.
Mais c'est aussi ça qui me fait me dire que c'est important de faire sentir aussi à son équipe que la porte elle est ouverte et qu'ils peuvent venir Complètement, demander, qu'il y a c'est le ça. temps, que voilà, il y a cette ouverture-là. Parce que si on n'a pas l'impression que la porte est ouverte, ben, ça va être plus Hmm, difficile de prendre cette initiative. Donc complètement. oui, je suis Je d'accord suis avec d'accord avec toi toi. que c'est aussi à chacun de faire, pas d'attendre que ça tombe du ciel, mais c'est dans un contexte global ouais, une relation de confiance qui est établie et cette possibilité Hmm. de parler. Ouais, complètement. Et de toute façon, comme tu l'as dit, c'est bilatéral. C'est et du côté du manager et du côté du manager. Il y Mm, a une réciprocité des responsabilités là-dedans. mm, L'un doit laisser l'ouverture à la discussion, à l'écoute des besoins. L'autre a aussi cette responsabilité et ouais, demander du feedback. Et pourquoi pas donner du feedback à son manager, parce que ça, on l'oublie oui. souvent. Mais Et c'est être hyper capable de le important. recevoir aussi. Ça, c'est Ça, c'est encore autre autre chose. chose, tu as complètement raison. C'est vrai, même le feedback positif, des fois, donne des Ouais, résultats un peu inattendus, c'est vrai. Le feedback, on parle de l'art du feedback, c'est une vraie compétence à développer. C'est pas juste, voilà, essayer de donner du feedback comme ça. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que j'enseigne aussi, moi, de mon côté, mais c'est hyper intéressant parce que ça change vraiment la vie. Rien que installer le feedback dans sa structure, c'est quelque chose d'assez fort. Mais ça s'apprend, voilà, c'est tout. ouais, C'est tout. comme Et du beaucoup coup, de alors choses. Elodie, moi, là, à ce stade, j'ai envie de te demander donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup? Parce que tu nous avais parlé de Help for Vet. Voilà, je sais pas, globalement, on arrive sur la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau pour la suite? Bah, la vie, je sais pas, j'ai pas de réponse, juste, c'est ouais, d'être sur un chemin, je pense, qui convient à chacun. Et du coup, moi, qui me convient, je pense que c'est si, enfin, quelque chose, oui, je pourrais dire de la réussite avec El Forvet, tout ça, mais du coup, je pense qu'en dehors de la réussite, c'est d'être satisfait de ce qu'on fait, Mmh, ouais, d'être heureux dans ce qu'on fait, de prendre du plaisir dans notre quotidien. Et je pense que c'est ça l'essentiel. super, bah, écoute, ce seront les mots de la fin. C'est ce que j'espère pour toi aussi. Bah, merci en tout cas pour, toute ta générosité et pour, les superbes notions que tu as abordées, même de toi enfin de toi-même, j'ai envie de dire, à travers tes réponses et je pense que ça éclairera, beaucoup de monde. Donc, vraiment merci pour ça Elodie et voilà, je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie avec plaisir. Au revoir tout le monde. Ciao. Si cet épisode vous a plu, venez prolonger la discussion. Je vous attends sur le groupe Facebook Indiana Vets qui est directement lié à ce podcast. C'est là qu'on échange entre vétos, entre ASV et entre étudiants sur les défis du quotidien. On y partage des conseils concrets et on avance ensemble dans l'entraide. Je réserve exclusivement à ce groupe des petits jeux concours pour gagner des séances de coaching découvertes ou des places pour des ateliers de formation collective. En bref, du partage et du concret, tout ce qu'on aime. Et pour soutenir le podcast, rien de plus simple, 10 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste, mais un énorme coup de pouce pour aider d'autres vétos, d'autres ASV et d'autres étudiants à découvrir ces échanges. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!